Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec notre rendez-vous immobilier, les clés de l'IMO, à savoir pour comprendre effectivement comment fonctionne le secteur immobilier en France. Et dans un instant, nous nous poserons la question de l'immobilier d'investissement via une SCI, Société Civile Immobilière. Nous tenterons de comprendre quels sont les avantages, quels sont les inconvénients d'un montage comme celui-ci et surtout quelles sont les questions qu'il faut se poser. Autant de questions que nous poserons à Romain Dagnano, fondateur d'Aeternia Patrimoine. Et nous enchaînerons ensuite en deuxième partie d'émission avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera aux grands enjeux de rentrée pour le secteur de la gestion de patrimoine, avec notamment deux sujets principaux, la réforme du courtage qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023, mais aussi les évolutions portées par le texte MiFID II, à savoir la prise en compte des critères ESG dans la décision d'investissement ou d'accompagnement d'investissement vis-à-vis des épargnants. Autant de questions que nous poserons à David Charlet, président de l'Anacofi. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Romain Dagnano, fondateur d'Aeternia Patrimoine. Bonjour Romain Dagnano. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci de nous accompagner à distance. Alors on va évoquer ensemble l'achat ou l'acquisition de biens immobiliers en SCI, Société Civile Immobilière, un véhicule d'investissement ou en tout cas un montage juridique qui connaît un vrai engouement en France lorsqu'il s'agit de réaliser des acquisitions immobilières. Est-ce que vous avez quelques clés d'explication sur pourquoi est-ce que ça plaît autant ? Oui, tout à fait. Eh bien, en fait, le recours à la société civile va également de pair avec les nouvelles organisations familiales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de couples qui achètent sans être forcément mariés, qui achètent dans le cadre de familles recomposées. Et on a aussi une évolution à la hausse de la valeur des actifs immobiliers. Donc, le recours à la SCI est de plus en plus utilisé, notamment dans le cadre de certaines stratégies de transmission. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail du mécanisme de la SCI, de la Société Civile Immobilière. C'est donc un achat que l'on réalise à plusieurs, réunis sous une même entité. Concrètement, comment on met en place une acquisition via une SCI, Romain Dagnano ? Alors, déjà les principes de départ, mais effectivement, ça peut paraître évident, mais il faut quand même mieux le rappeler. Donc, déjà, une société civile immobilière est constituée entre deux associés au minimum. Ensuite, il s'agit d'une société dans laquelle on détermine un capital social, dans laquelle on répartit les parts entre associés. On va déterminer les pouvoirs de gérance, la répartition des bénéfices et aussi de quelle façon on peut céder les parts. On peut prévoir énormément de choses dans les statuts d'une société civile, justement pour la rendre complètement adéquate avec ses objectifs. C'est ensuite la société civile immobilière qui va acquérir le bien immobilier que l'on veut soi-même acquérir. C'est ça, c'est la société qui est propriétaire du bien immobilier. Voilà, on fait l'acquisition à travers la société civile. En réalité, il y a plusieurs avantages qui peuvent être recherchés dans le cadre de la création d'une SCI. Principalement quatre qu'on pourra développer. La première stratégie, c'est d'éviter les inconvénients d'une indivision. Le second objectif, il va être possiblement fiscal, avec la possibilité d'aller chercher une imposition à l'impôt sur les sociétés. La troisième, peut-être qui est la mieux connue, c'est de faciliter la transmission. Et le quatrième objectif, ça peut être de faire de l'acquisition de l'immobilier professionnel qui soit détaché de la société d'exploitation. Alors, si je reviens sur les inconvénients de l'indivision, on reste plus ou moins quand même en indivision ou en gestion à plusieurs d'une société. On peut être 2, 3, 4, 5, 6 associés dans une société civile immobilière. Comment est-ce que ça permet de se soustraire des inconvénients d'une indivision, Romain Dagnano ? En fait, l'indivision, c'est un système qui est très très rigide. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, une indivision, dans le cadre des décisions importantes, va impliquer l'unanimité des associés. Une indivision peut mettre en face les associés d'une obligation de vente forcée
ou alors va générer des blocages à partir du moment où on a des mineurs dans cette indivision. Tous ces inconvénients-là peuvent être annulés ou atténués par la gestion de l'acquisition immobilière dans le cadre d'une société civile. Euh, le gérant va pouvoir avoir des pouvoirs qui sont élargis et pouvoir prendre des décisions seul qui auraient nécessité l'unanimité ou la majorité dans le cadre d'une indivision. On va pouvoir également contrôler qui entre dans la société. Et on va avoir des blocages qui vont être moins importants si on a une présence d'enfants mineurs, puisque les pouvoirs de la gérance vont faire en sorte que voilà, cette gestion avec des enfants mineurs va être beaucoup plus facilitée et beaucoup moins contraignante. Vous nous avez parlé de gérant de société civile immobilière, Romain Dagnano. Ça amène deux questions, hein. Qui gère et est-ce qu'on peut avoir des pourcentages de capital différents au sein d'une société civile immobilière? Oui, alors ça fait le lien finalement avec une des stratégies qui est de faciliter la transmission. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une différence dans la société civile immobilière entre la quotité de détention et les pouvoirs. C'est-à-dire que je peux, en tant que gérant, notamment si je suis gérant statutaire, conserver la gestion de la société civile tout en étant minoritaire dans les parts détenues. Et ça, c'est un gros avantage dans le cadre d'une gestion familiale, puisqu'on va pouvoir transmettre au fur et à mesure les parts, par exemple, à ses enfants, en utilisant les abattements qui se renouvellent tous les 15 ans, tout en gardant la gestion et en évitant finalement qu'il puisse y avoir des conflits entre les héritiers, puisque tant que je détiens un minimum de parts et que je suis toujours le gérant de la société, c'est moi qui pilote, c'est moi qui prends les décisions, tout en transmettant la valeur de ce qui est à l'intérieur. Donc ça peut s'apparenter, même si on est sur des montages juridiques très différents, à usufruit et nue propriété. C'est ça, ça veut dire que je peux gérer une société dont je n'ai pas la majorité du capital parce que j'en ai transmis une partie déjà à mes enfants ou à mes héritiers, mais je garde la main finalement sur la gestion des investissements immobiliers, voire même sur une résidence principale, Romain Dagnano? Voilà, alors on va conserver les pouvoirs et également possiblement les revenus, hein, effectivement, de la gestion de la société civile. Euh, Quant à savoir si il convient de mettre de mettre la résidence principale, pardon, dans la société civile immobilière, là on va être plus sur du cas par cas. Ça va dépendre un peu de la situation familiale, de la surface patrimoniale et de la composition familiale. La question de la résidence principale peut faire peut-être l'objet d'une étude un peu plus approfondie. Elle peut être intéressante dans certains cas, elle peut être à prohiber dans d'autres. Voilà, donc on est vraiment sur un sujet d'investissement immobilier. Une question qui va peut-être faire le lien d'ailleurs avec les autres avantages que vous voyez, hein, notamment sur l'acquisition professionnelle ou sur la fiscalité. Vous avez mentionné en début d'émission ces nouvelles organisations peut-être de vie privée. Est-ce qu'un achat via une SCI peut remplacer un achat en union, par exemple, lorsque l'on est face à des personnes qui sont mariées ou qui sont pacsées et qui feraient des acquisitions ou des investissements immobiliers en direct, mais unis finalement par un mariage ou par un pacs? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'acquisition entre concubins, c'est finalement, au sens juridique, une acquisition entre deux étrangers, sur un plan civil et un plan juridique. Donc la société civile, elle va pouvoir permettre effectivement de mettre en place des interactions et d'éviter de se retrouver dans des situations juridiques ou fiscales qui vont être compliquées. Une stratégie qu'on utilise beaucoup entre concubins dans le cadre d'un achat en société civile, ça va être de constituer une société civile immobilière avec un démembrement croisé de parts. C'est-à-dire que le conjoint numéro 1 va faire l'acquisition de l'usufruit sur une partie des parts, la nue propriété sur l'autre moitié, et le conjoint numéro 2 l'inverse. De cette façon-là, en fait, ça va là aussi éviter qu'ils se retrouvent en indivision peut-être avec les parents ou les enfants de l'autre. Voilà, on va avoir une gestion du bien immobilier qui va être simplifiée. C'est notamment le cas de figure où c'est la résidence principale qui pourra faire l'objet de cette acquisition à travers une société civile quand ce sont deux concubins qui ne sont unis ni par mariage ni par pacs, par exemple, qui souhaitent faire une acquisition de biens immobiliers ensemble. Alors ça, c'est effectivement le cas où on est avec face à deux concubins qui ne sont pas unis via un mariage ou un pacs. Est-ce que lorsque l'on est marié, que l'on veut faire des investissements immobiliers ensemble, rajouter une SCI sur un contrat de mariage fait sens?
Oui, oui, ça peut faire l'objet d'une stratégie. On peut par exemple faciliter de l'acquisition en commun, notamment quand on est en mariage en séparation de biens, par exemple, hein, puisque finalement c'est une façon de constituer des acquisitions communes en formalisant les choses et en créant une société, par exemple. Je dirais ça peut voilà ça peut être des stratégies qui s'ajoutent complètement aux avantages juridiques et fiscaux du mariage sans aucun problème. Alors un point à présent, fiscalité, hein, Romain Dagnano, concrètement, fiscalement, à quoi je m'expose, à quoi je m'engage lorsque je fais des acquisitions immobilières via une SCI avec mes associés? Alors, en réalité, il y a 2 choix possibles quand je fais mes acquisitions, quand je fais mon montage en société civile immobilière. C'est-à-dire que je peux avoir une option pour l'impôt sur les sociétés. Alors, de cette façon-là, en fait, la société civile, elle va avoir son imposition qui va être complètement autonome et déconnectée de la fiscalité des associés. Et quand on regarde le taux d'imposition des sociétés, on se rend compte que finalement, ça peut être effectivement extrêmement avantageux sur un plan fiscal quand on achète des biens immobiliers à but locatif, à but de rendement. Puisqu'on va avoir pour les 38 000 premiers euros de bénéfices dans le cadre d'une société, un taux d'impôt sur les sociétés à 15% et ensuite un taux à 25%. Si on compare l'imposition de ménages qui peuvent avoir des revenus importants, où on peut arriver dans une tranche d'imposition à 41%, auquel on doit ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux, on voit vite l'écart et l'avantage fiscal du recours à l'impôt sur les sociétés pour une SCI qui fait de l'acquisition immobilière à but locatif. Il nous reste quelques secondes, Romain Dagnano, et on a effectivement mentionné le montage, les avantages. Un mot peut-être sur les inconvénients. Dans quel cas est-ce que cela ne correspondrait pas à tous les investisseurs immobiliers? Alors, les inconvénients, ils vont être essentiellement sur l'aspect de la formalité et des coûts, hein. Puisque effectivement, je vais avoir un peu de formalité à la création, je vais avoir des coûts de constitution, des coûts de suivi comptable. C'est essentiellement ça qu'il faut prendre en considération. Euh, Si on se fait accompagner par un professionnel, il faut compter environ 2 000 euros hein, de frais pour la création de la société. Et puis ensuite, des frais de suivi comptable qui vont être différents hein, selon que je suis sur une société civile qui reste à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Voilà, globalement, si je suis sur une société civile à l'impôt sur les sociétés, il faut peut-être que je prévoie 1 500 euros de budget annuel pour du suivi comptable. Mais très honnêtement, voilà, si on respecte ces formalités et qu'on est assez carré dans la gestion, il n'y a pas d'inconvénient particulier au recours à la société civile immobilière. Merci beaucoup Romain Dagnano de nous avoir accompagnés donc en Avec duplex dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Aeternia Patrimoine. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question des grands enjeux en matière de gestion de patrimoine pour l'année 2023 qui va débuter dans un mois. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer effectivement ces enjeux 2023 hein, pour la profession avec quand même deux grands chapitres. Déjà cette réforme du courtage, qui a beaucoup fait parler d'elle. Il ne reste plus que quelques jours avant le 1er janvier 2023 pour qu'elle soit complètement effective pour tous les professionnels du courtage, même si après effectivement ça dépend de la durée du renouvellement ORIAS des professionnels concernés. En tant qu'association et en tant qu'association agréée, ça a nécessité beaucoup de préparation. Vous êtes, j'imagine, dans la dernière ligne droite actuellement. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour les associations et pour les professionnels du courtage qui doivent agréer à une association ? Les enjeux, c'est de réussir à pouvoir absorber le flux qui arrive et qui est... franchement, on parlait d'une vague et c'est véritablement ce que l'on vit. Je vais juste vous donner un chiffre. L'Anacofi, fin 2021, et c'était déjà beaucoup, on avait 3315 entreprises adhérentes dans une des Anacofi. Aujourd'hui, c'est plus de 4700 avant même qu'on ait la vague de tous ceux qui sont obligés de le faire. C'est-à-dire ceux qui ont anticipé et ceux qui ont créé des entreprises dans l'année, ça a provoqué ça. D'accord. Et donc, les enjeux pour les associations, c'est de réussir à gérer cette vague
à intégrer correctement, et puis à répondre parfois à des questions nouvelles qui arrivent, qui n'avaient pas été anticipées avant par qui que ce soit, y compris par le régulateur, parce que c'était des sujets que l'ORIAS n'avait pas à traiter, et puis on voit des dépôts de dossiers, on dit, tiens, ça, on n'avait pas prévu qu'ils puissent avoir ce type de situation ou de format d'entreprise, et donc est-ce que notre CRM peut prendre? Et puis de temps en temps, attends 2 secondes, ça fait des années qu'on traite une entreprise en prenant tel document, mais en fait, est-ce qu'on a raison ou pas? Donc D'accord. On lève des... ça crée une remise en question presque de la façon dont on travaillait avant, ou en tout cas sur certains dossiers précis? Par exemple, de l'assurance RC. C'est-à-dire qu'on découvre que certaines entreprises avaient des assurances RC, mais que ces assurances RC, nous, on est interpellés. Est-ce qu'en fait, elles étaient conformes ou pas? Alors, c'est partie des éléments de la réforme. Ça fait partie des choses qu'on devait essayer de voir, de traiter, et on est à peu près sûr, je pense tous, et dans toutes les associations, que tous les cas de figure, on savait dire si c'était oui ou non. D'accord. Oui. On arrive à voir arriver des cas où on dit, tiens, point d'interrogation. Voilà. Et comment gérer effectivement la situation? Et vous voyez quelque chose d'extrêmement concret. Que fait l'équipe adhésion? Le logiciel est prévu pour accepter ou non la réponse qu'il donne, ou pas. Sinon, en urgence, il faut faire patcher par les développeurs. Enfin, voilà. Et à part ça, pour le reste, sincèrement, c'est exclusivement une question de volume. En tout cas, pour une organisation comme l'Anacofi qui était en place. Tous les services sont là. Le CRM dont je parlais, il est en place. Les outils de suivi formation sont en place. Donc, on découvre des éléments de correction de temps en temps, mais c'est gérer la vague, et la vague est considérable. Alors, il y a les éléments de correction au niveau association, et est-ce que ça nécessite une grosse adaptation réglementaire d'un certain nombre de courtiers ou d'entreprises qui postuleraient une première fois et qui ensuite se rendraient compte que quand même, il faut se mettre au pas de cette nouvelle réglementation? Bon, ça, on aura des statistiques un peu plus tard. On peut simplement avoir des éléments d'ambiance. Aujourd'hui, quand ils adhèrent, on leur donne les kits de conformité. Ceux qui étaient déjà membres les avaient déjà. Et très sincèrement, il y a une différence entre ceux qui étaient déjà dans nos membres, même s'ils n'étaient pas dans l'Anacofi Courtage, parce qu'ils recevaient déjà les éléments en tant que membres de l'Anacofi fédérale, CIF ou autre. Ceux-là, franchement, il peut y avoir des erreurs, mais globalement, ils savent ce qu'ils doivent faire. Chez les autres, c'est moins vrai. Mais aujourd'hui, on voit arriver des acteurs qui étaient accompagnés par des sociétés de conformité. Beaucoup de ceux qui ont anticipé, soyons clairs, nous ont été amenés par des cabinets d'avocats ou de conformité. Je pense que c'est vrai dans beaucoup d'associations. Eux, ils ont dit à leurs clients, anticipez. Là, c'est à peu près carré, voire c'est très carré, voire ils payent pour ça. D'accord, donc c'est très très carré. Et après, on a un certain nombre d'acteurs qui arrivent et qui n'étaient pas accompagnés. C'est vrai qu'on voit des choses, des fois, quand les questions qu'ils posent à notre service juridique, une fois devenus membres, des fois font froid dans le dos. Et là, effectivement, on comprend tout l'intérêt de la réforme. C'est que là, on a des gens quand même qui sont en train de découvrir leurs règles. On a eu quelqu'un encore hier. J'avais demandé si on pouvait avoir des exemples ou non. Service adhésion hier me racontait qu'elle était avec un nouveau membre qui dit bon, alors en fait depuis j'ai jamais fait de formation annuelle, ni dirigeant ni l'équipe, est-ce que c'est grave, est-ce que vous allez me sanctionner dès que je vais rentrer? Alors comment dire, l'accord avec la CPR, c'est on commence à compter quand ils deviennent membres. Avant, voilà, notre outil en plus les connaissait pas très bien, mais juste ce qu'il nous a dit, c'est il découvre qu'il a des obligations de formation. Oui, c'est ça, c'est des formations obligatoires. Oui. C'est des formations obligatoires. Effectivement, quand on a dit la loi, elle doit faire ses associations et les gens doivent aller dedans parce qu'elles doivent aider les gens à respecter la loi, nous voyons en effet des cas où des gens la découvrent, la loi. Donc, il la découvre, voire savait qu'il devait faire, il l'avait jamais fait. Et puis personne leur ayant dit qu'ils le rappelaient régulièrement, ils l'ont pas fait. Et oui, on en découvre. On découvre aussi, il faut le dire aussi, des espèces de situations dans lesquelles la couverture RC, j'en parlais avant, elle est vraiment pas conforme. Elle est vraiment pas conforme. Quelqu'un qui est mandataire, qui est plugué sur un courtier, qui a une assurance liée à son courtier, sauf qu'en fait, il a un autre courtier, ce qu'il a jamais dit à personne, et que sur ces prestations-là, il n'a pas de couverture. Enfin, voilà. Tout ça est en train d'arriver et on est en train de les traiter, de les accompagner. Mais alors, ça pose une vraie question, c'est effectivement ce courtier ou un autre qui n'aurait pas fait ses heures de formation au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de l'association auquel il aura adhéré, que ce soit l'Anacofi ou une autre? Là, nous, de toute façon, il va se passer la même chose que pour les CIF, c'est-à-dire qu'on va lui dire c'est pas possible. Et puis à un moment, on va lui envoyer des messages pour dire lui, dans ta boîte, théoriquement, ils peuvent plus bosser. Bon, et donc. Oui, c'est ça le risque. C'est ça le risque. Et puis après, ce sera. Alors, soit nous, et on est dans la discussion de ce que permet ou ne permet pas les décisions de Conseil constitutionnel et puis peut-être du Conseil d'État, jusqu'où on pourra aller dire à un moment, c'est sanctions, pardon. Mais de toute façon, dans tous les cas de figure, il est très probable que tout ça finisse par une information à la CPR et qui, elle, dira que si. Mais nous, on enverra à un moment, si vraiment on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas, un message disant lui, ils sont plus en règle. Voilà. Et si c'est le dirigeant de l'entreprise,
c'est un vrai sujet. Parce que ce respect-là, c'est un élément de son engagement pour pouvoir être membre d'une assoce professionnelle. Bien sûr. Là, attention, parce que si on lit ce qu'a dit le Conseil constitutionnel et tel qu'on le comprend, là, pour le coup, nous, c'est une des conditions de son adhésion. S'il ne respecte pas une des conditions de son adhésion, effectivement, il y a des chances qu'à un moment, on dit stop. 7 associations agréées à ce jour, de toute façon c'était le chiffre prévu. Toutes n'ont pas la même stratégie, si je peux l'exprimer ainsi, ou en tout cas n'ont pas la même, n'acceptent pas forcément tout le monde ou selon les mêmes critères. Si on doit s'exprimer vis-à-vis de l'ensemble du marché aujourd'hui et que sur cette question simple, comment choisir son association? Comment est-ce qu'on fait pour choisir son association quand on est courtier aujourd'hui? Bon, vous avez des associations qui ont choisi de traiter que l'IOB, une en l'occurrence. Vous avez des associations qui sont dites pluridisciplinaires. Vous en avez d'autres qui ont dit, moi je suis vraiment que courtage. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Ceci dit, en pratique, tous doivent offrir le même type de service. Alors après, vous avez une sélection qui va se faire au regard des prix, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Vous aurez des gens qui disent, je ne veux pas payer cher. Et puis vous en avez d'autres qui disent, ça ne me gêne pas de payer un certain prix, mais je veux un niveau de service. Bien sûr. Donc, elles vont regarder celles qui offrent le plus de services. Et tous ces éléments-là sont assez facilement compréhensibles. Donc, je pense vraiment que ceux qui veulent un accompagnement du service, voire un élément d'image, et ça, il faut quand même pas... On l'avait déjà vu sur le CIF, c'est chacune de nos associations a une image, un ADN, un historique. Et donc, à partir de ce moment-là, ça concourt aussi au choix. Maintenant, pour ce que nous, on peut entendre, il y a des associations qui ont fini d'être en place et d'autres pas. Et je reconnais qu'il y a quelques membres qui nous ont certainement rejoints parce que ça n'a pas marché dans leur adhésion ailleurs et que ils sont arrivés chez nous. Il y a ceux qui nous ont choisis et puis il y a ça. Il y a ceux, voilà. Après, ça marche certainement dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand le service des adhésions de l'Anacofi est saturé... Peut-être que ça en envoie vers d'autres. Je sais qu'on a eu 2 jours de panne du bouton envoyer dossier. D'accord. Il est possible que ça en ait énervé une dizaine qui soient allés déposer ailleurs. Mais sauf qu'ils ont quand même passé presque 1 heure à remplir leur truc ou une demi-heure et qu'à la fin, ils l'ont fait, le truc est stocké, c'est juste le bouton envoyer dans le système qui veut pas, ils vont peut-être recommencer. Mais voilà. Donc il y a des vrais critères. Service, prix, notoriété, ADN, représentation métier, puisqu'on a pour beaucoup d'entre nous choisi des positionnements, ce sont les éléments principaux. Je ne sais pas exactement ce qui se passe chez les autres. Ce que je peux dire, c'est que très clairement, en tout cas, l'Anacofi attire la croissance telle qu'on a là, est juste considérable. C'est-à-dire qu'on est parti pour avoir un trend qui soit très largement supérieur à ce qu'on avait déposé auprès de la CPR comme prévisionnel. Voilà. Après, à la base, l'Anacofi, c'était la plus importante en taille et parmi celles qui disaient « mes services sont déjà en place ». Nettement, on en bénéficie aujourd'hui. Un mot, David Charlet, d'une autre évolution au 1er janvier 2023, donc en lien avec le texte MiFID II, c'est la récupération par les professionnels de l'accompagnement en investissement des préférences ESG des épargnants. Est-ce que aujourd'hui, un mois avant, le secteur est prêt? Non. Non, voilà, au moins c'est clair. Non, mais soyons clairs, le secteur a compris qu'il devait le faire. Ce que nous n'avons pas, et c'est de la faute de personne et de tout le monde, le législateur européen là-dessus est allé beaucoup trop vite. Il a donné des délais intenables. Voilà. Donc, on a aujourd'hui une situation dans laquelle nous savons que nous devons poser des questions. Nous sommes, ces jours-ci, en train d'échanger avec l'AMF sur... Nous donnons des kits. Et la CPR nous a demandé, donc on a déjà donné des kits pour qu'ils mettent en conformité sur l'année prochaine. On les a donnés il y a 3 mois. 2 mois. On est en train d'échanger aujourd'hui avec l'AMF sur ce que nous avons fait comme proposition à nos membres dans l'attente d'une stabilisation par les régulateurs de ce qu'il faudra vraiment faire. Et donc, on a vraiment tenu compte. Et ces jours-ci, on est en train d'échanger avec l'AMF. Il dit, mais pourquoi vous avez proposé ça? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait... On en est là. C'est dans 1 mois l'application. Donc, oui, nous, dans notre univers du CGP et du courtage, on propose à nos membres, dans nos associations, une sorte de solution à minima. Mais on aurait quand même pu attendre de quelque chose d'aussi stratégique que la totalité de la chaîne ait reçu les informations sur comment elle doit faire et comment elle doit traiter. On en est par exemple à avoir des discussions avec la CPR autour de ce que sera un contrat d'assurance vie qui pourra se dire ESG. C'est dans 1 mois. Bon, voilà. Oui, bien sûr, mais ça veut dire qu'on n'a pas cette réponse-là aujourd'hui. Non.
On ne sait pas ce que c'est qu'un contrat d'assurance vie USG aujourd'hui. C'est pas le plus important, mais parce que en réalité, c'est les produits dedans qu'on peut se dire, je me fiche de savoir si l'enveloppe est qualifiée d'ESG. Ce qui m'intéresse, c'est les unités de compte. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est de toute façon dans quoi on investit. Mais vous voyez que ce type de débat et de discussion qui aurait eu un intérêt à être géré avant, mais en même temps, que pouvait faire l'ACPR? L'ACPR, elle a reçu de l'EIOPA, donc l'autorité européenne qui est au-dessus et qui donne des informations, elle a reçu fin juillet le premier document qui commençait à expliquer, et pas dans le détail, comment on allait considérer certaines choses, dont nous nous sommes inspirés pour produire nos documents. Bien sûr, oui. On en avait déjà parlé sur ce plateau d'ailleurs. L'AMF, elle a reçu l'équivalent de l'ESMA dans le courant du mois de septembre. Voilà. Ouais, donc ça fait des délais assez courts, effectivement, pour se mettre... Pour eux, sont intenables. Pour nous, derrière, c'est vrai qu'on peut fabriquer des choses assez rapidement pour nos membres, mais nos membres, les recevoir, les intégrer dans leur doc, et les fabricants de logiciels, ils font comment, puisqu'ils sont censés travailler sur ce que nous, on fournit? Le fabricant de logiciel, il a besoin de 6 mois de programmation. Il ne va pas le sortir en 10 secondes, surtout si ça a des impacts. Mais alors, quel risque pour justement le CGP ou le courtier au 1er janvier 2023 quand il va poser ses questions et que finalement, il n'aura pas tous les éléments, ne serait-ce que pour répondre aux questions et en plus de ça, pour potentiellement bien orienter les investissements, bien flécher les investissements? Alors, pour le coup, risque relativement limité parce que rappelons-nous une chose, c'est que dans le système de l'auto ou de la co-régulation, ça a aussi un autre avantage. C'est que les régulateurs contrôlent au regard de ce que nous donnons. Donc un CGP ou un courtier qui nous suivra, ou un CIF qui nous suivra, qui suivra ce que son organisation professionnelle a dit, qui nous suivra correctement. Et pour une première version, on n'a pas donné des choses trop lourdes. D'accord. Bon, il n'y a pas de risque. Par contre, c'est vrai qu'on est rentré, à mon sens, ça va durer 2 ans, parce qu'on a, là je vous parle de ça, mais je ne vais pas parler de la chaîne des fabricants. Alors, nous, on est directement dépendant de la chaîne des fabricants quant à le résultat qu'on obtiendra. Bien sûr. Ouais. En fait, il faut s'attendre à ce que pendant, à mon sens, 2 ans, on ait très régulièrement des évolutions des recommandations ou des documents types. Et j'en suis désolé, c'est vrai que pour toutes les entreprises de France, c'est compliqué d'avoir peut-être 3 documents dans l'année, 3 fois le format que tu dois utiliser devant un client et qui pourra bouger. J'ai peur qu'on ait ça. Ceci dit, encore une fois, il faudra qu'ils nous suivent. Et là, on a un autre sujet, c'est que c'est pas parce qu'on a obligé toutes les entreprises à adhérer à nos associations que toutes vont nous écouter à chaque fois qu'on enverra un message. Dans toutes les associations, nous savons que quand nous envoyons un message, même en bombardant avec vous, en soutien, les médias, ce que vous voulez, globalement, c'est un tiers qui nous entendent. Même sur des sujets comme ça qui sont obligatoires. Au premier envoi, ça donne ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nos associations, en tout cas l'ANACOFI, on a créé une espèce de multicanal de communication pour tout balayer. On fait de l'image, on fait du son, on fait du écrit, on fait de l'envoi, on fait un portail digital. Parce qu'en fait, c'est la démultiplication qui fait qu'à un moment, on arrive à couvrir à peu près toute la cible. Mais c'est vrai dans toutes les associations. Vous êtes dans une association sportive, le truc vous arrose, vous regardez pas forcément tout, pourtant vous êtes un passionné de votre machin. Donc... il faut en général 2 ans pour appliquer correctement un texte. On le sait. Là, on sait que pendant les 2 ans, ce qui reste de plutôt se passer, c'est qu'on va avoir une série d'évolution, d'adaptation. Et quand on dit 2 ans, c'est souvent parce que c'est 2 ans pour que le message arrive bien et qu'il l'intègre. Et là, on risque d'avoir une répétition de ces messages. Merci beaucoup, David Charlet, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler quelques-uns des grands enjeux en matière de gestion de patrimoine pour l'année 2023. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANACOFI. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.